Bienvenue à ce webinaire sur la formation comodale en contexte COVID-19. Je m'appelle Éric Chamberlain, je suis conseiller pédagogique au service de soutien à l'enseignement de l'Université Laval et c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire. Vous remarquerez peut-être qu'il ne s'agit pas de la captation originale du webinaire, c'est un nouvel enregistrement que je fais pour pouvoir apporter certaines précisions à différents endroits dans le contenu du webinaire. Le plan du webinaire se déroule en 4 parties. La première partie, on va parler de c'est quoi l'enseignement comodal. Et il peut y avoir plusieurs conceptions de ce que c'est que l'enseignement comodal, de ce que ça inclut, de ce que ça exclut. On va vous parler de la façon dont l'enseignement comodal est conçu à l'Université Laval, de comment il est annoncé, de comment il est balisé. En partant de cette conception-là de l'enseignement comodal, on va pouvoir parler de certaines implications que ça a pour les activités d'enseignement dans cette formule. Ensuite, on va parler de ses avantages, de ses inconvénients et de ses limites. Dans un troisième temps, on va parler de la préparation d'une session d'enseignement comodal. Et finalement, en quatrième partie, on va parler de comment on s'adapte pendant qu'on est en train d'enseigner dans nos séances d'enseignement au contexte de la formule comodale. Alors, en quoi ça consiste l'enseignement comodal? Je vais vous l'expliquer en utilisant un schéma qui va se construire en 3 parties. Alors, la première partie, c'est la partie qui se déroule en salle de classe. Un cours comodal, c'est un cours en classe, mais ce n'est pas que ça. Donc, comme dans n'importe quel cours en classe, il y a vous, la personne enseignante, qui est au-devant de la classe pour pouvoir donner votre cours, faire l'enseignement, l'animation, tout ça. Il y a aussi des étudiantes et des étudiants qui sont dans la salle. Et si vous regardez sur le schéma, vous allez voir qu'il y a plusieurs points rouges, mais beaucoup de places vides aussi. Alors, les points rouges représentent des étudiants et des étudiantes, mais les places vides, c'est pour représenter qu'on est en situation où il y a de la distanciation sociale, donc toutes les places ne peuvent pas être occupées pour respecter la distanciation. Donc, la salle de classe en contexte COVID, elle a une capacité qui est réduite par rapport à la situation habituelle. Et ensuite, parlons de l'équipement comodal. Il y a 2 types d'équipements commodo, grosso modo, qu'il peut y avoir dans des salles comodales. Il peut y avoir de l'équipement fixe, donc une salle qui a été équipée pour être une salle comodale en tout temps. Mais il y a aussi des unités mobiles qui permettent d'amener ces unités-là, qui sont souvent sur roulette, là, sur une espèce de chariot, dans une salle qui n'est pas à proprement parler une salle comodale, mais qui va devenir une salle comodale par le fait qu'on peut y ajouter une unité mobile comme ça. Alors, l'équipement comodal de base, c'est assez simple finalement. Ça prend un ordinateur, une caméra, un micro. Et à partir de ces éléments-là, on est en mesure de connecter la personne enseignante avec un système de classe virtuelle. Donc, et là je fais apparaître la deuxième partie du schéma, en même temps que dans votre cours comodal, vous allez enseigner aux étudiantes et aux étudiants qui sont devant vous dans la salle de classe, vous allez aussi enseigner par le biais d'un système de classe virtuelle ou de visioconférence. Moi, je vais utiliser classe virtuelle, mais vous pourriez utiliser visioconférence pour vouloir dire à peu près la même chose. Donc, en même temps, vous allez avoir des étudiants qui participent en direct, mais à distance, par le biais du système de classe virtuelle. Ils peuvent vous voir par la caméra, ils peuvent vous entendre, mais dans les équipements Komodo, il faut aussi qu'il y ait une façon que la personne enseignante puisse entendre les étudiants qui participent à distance en direct. Alors, ça peut être peut-être avec un casque d'écoute ou avec des haut-parleurs dans la salle. Ça va varier selon les systèmes. Donc, les étudiants qui participent en direct à distance vont pouvoir intervenir par le biais d'un système de clavardage, vont pouvoir lever la main virtuellement pour demander la parole, puis ensuite utiliser leur propre micro pour poser leurs questions, faire leurs interventions, pour qu'il y ait cette interaction non seulement de la personne enseignante avec les étudiantes et étudiants qui sont dans la classe en présence, mais aussi ceux qui sont à distance en mode synchrone. Finalement, la troisième partie du schéma que je fais apparaître maintenant, c'est la possibilité d'une participation en différé. Alors, pour la portion à distance du comodal, oui, il y a une portion qui est synchrone, qui est en direct, mais il y a aussi une possibilité de regarder l'enregistrement de la séance qui a eu lieu en classe virtuelle. Hein, tous nos systèmes de classe virtuelle permettent d'enregistrer les séances maintenant. Donc, c'est possible pour des étudiants qui n'auraient pas participé en direct de quand même suivre le cours en regardant l'enregistrement qui en a été fait. Cette possibilité-là, elle est aussi offerte aux étudiantes et aux étudiants qui ont participé en direct. Ils peuvent aussi revoir la séance enregistrée pour réviser des choses, par exemple.
Pour la portion qui se passe en différé, donc en regardant la vidéo à un moment qui nous convient plutôt que de participer en direct, il va falloir souvent combiner cette modalité-là avec l'utilisation du site de cours sur mon portail pour venir compléter un peu ce que l'enregistrement ne permet pas de rendre accessible du cours. Par exemple, s'il y avait des activités en équipe, ça n'apparaîtra pas dans l'enregistrement. Alors, il va falloir combiner avec d'autres activités sur le site du cours pour permettre aux étudiants qui font le cours en différé d'aller chercher les mêmes apprentissages. Il va falloir aussi leur permettre de poser leurs questions pour pouvoir obtenir des réponses. Alors, possiblement que ça pourrait se faire dans un forum de discussion dans le site Mon Portail. L'important, c'est qu'il y ait une façon de poser leurs questions et d'obtenir leurs réponses. Alors, si on reprend ces trois éléments-là du schéma, on va les nommer autour des modalités que chacun représente. Donc, la partie en classe ou en présence, bon, c'est la modalité en présence ou présentielle. La partie en classe virtuelle, c'est la modalité distance synchrone. Et la partie en différé, donc qui peut se faire à un autre moment dans la semaine et au rythme de la personne étudiante, c'est la modalité à distance asynchrone cette fois-ci. Alors, on va réutiliser ce vocabulaire-là tout au long de notre webinaire. Ce qui est important à savoir de la formule comodale, c'est que la modalité de participation, donc présence, distance synchrone ou distance asynchrone, elle est au choix de l'étudiant à chaque semaine. Donc à chaque semaine, votre cours comodal va se donner dans les trois modalités et l'étudiant va choisir celle qui lui convient le mieux, soit de façon générale ou qui lui convient mieux pour cette semaine-là. Un étudiant pourrait avoir la préférence d'être en présence, mais à certains moments dans la session, ce n'est pas possible pour lui de se présenter sur place. Alors à ce moment-là, il va pouvoir changer pour choisir une des autres modalités à distance, une des deux modalités à distance, là, selon ce qui lui convient le mieux. Et ça va amener des parcours étudiants dans un cours comodal qui peuvent être très variés. Je vais vous présenter 4 exemples. Et le premier exemple, pour que ce soit clair, là, je vais faire apparaître d'abord une flèche qui représente les premières semaines de la session. On a la première moitié de la session. Je n'ai pas besoin de donner un exemple qui couvre l'ensemble de la session. On va avoir assez bien compris avec quelques semaines. Donc, premier élément de mon nouveau graphique. Deuxième élément, c'est l'étudiant ou l'étudiante qui a le choix des modalités. Et ensuite, les modalités apparaissent. Donc là, j'ai ma modalité en classe ou en présence. J'ai la modalité distance synchrone et la modalité distance asynchrone. Et là, à la semaine 1, notre étudiant de cet exemple choisit de se présenter en classe. Semaine 2, il arrive un événement quelconque, ça peut être parce qu'il y avait beaucoup de trafic cette journée-là, puis peut-être un bouchon de circulation qui faisait que l'étudiant n'était pas sûr de pouvoir arriver à temps sur le campus. Alors, il a peut-être choisi pour cette raison-là de participer à distance par la classe virtuelle. À la semaine 3, de retour en classe. Semaine 4, cette fois-ci de participation à distance dans le mode asynchrone. Donc, l'étudiant regarde l'enregistrement, puis les autres éléments qui peuvent avoir été déposés ou rendus accessibles sur le site Mon Portail pour faire une participation complète aux activités du cours. Semaine 5, de retour en présence. Semaine 6, en présence aussi. Et à la semaine 7, encore une participation en direct, mais cette fois-ci à distance synchrone. Donc ça, c'est un parcours où l'étudiant profite beaucoup de la flexibilité qui lui est offerte et change de modalité plusieurs reprises au fil des semaines. Je vous présente maintenant un deuxième exemple où, disons que c'est une étudiante qui va vivre son cours comodal principalement comme un cours en présence. À l'exception de la semaine 2 où elle va participer en direct dans la classe virtuelle, mais pour le reste du temps, c'est un cours en présence pour cette personne-là. Puis peut-être qu'à la semaine 2, c'était pour le même bouchon de circulation que notre étudiant de l'exemple 1, qui sait, ou elle peut avoir une autre raison cette fois-là de ne pas se présenter en classe. J'ai un troisième exemple où cette fois-ci, la participation, elle est à distance principalement synchrone. Donc pour cet étudiant-là, c'est comme un cours à distance synchrone, à l'exception de la semaine 4 où il va faire une participation asynchrone. Et exemple numéro 4, là on a un étudiant ou une étudiante qui va vivre son cours comodal principalement comme un cours à distance asynchrone.
Alors, à l'exception de la semaine 7 où, pour une raison quelconque, peut-être arrive à se libérer ou choisit de se libérer pour pouvoir participer en direct, peut-être parce que c'est la veille d'un examen, puis cette personne-là voulait avoir l'occasion de poser ses questions puis d'avoir les réponses tout de suite, alors elle choisit une participation synchrone. Mais pour le reste, ça va être vécu comme un cours à distance asynchrone. Puis ça, c'est vraiment intéressant comme possibilité parce que ça peut permettre à des étudiants qui ne sont pas disponibles selon l'horaire du cours de s'y inscrire quand même, ou qui veulent s'inscrire à un autre cours qui est important dans leur parcours et qui est sur le même horaire. Ben, si votre cours il est comodal, comme il peut être suivi de façon asynchrone, ça va permettre à l'étudiant de suivre les deux cours à la même session, même s'il y a un conflit d'horaire dans la prestation en direct. La modalité à distance asynchrone, elle peut s'inscrire aussi dans une perspective de pédagogie inclusive, parce que le fait de pouvoir suivre le cours à son rythme, sans faire de demande d'accommodement, ben, ça ouvre l'accès à ce cours-là à des personnes qui peuvent avoir des besoins particuliers. Puis, ce qui est intéressant de ça, c'est que contrairement à un accommodement qui va être accordé à la pièce, à une personne étudiante à la fois, mais là, ça donne la possibilité de réviser à son rythme à l'ensemble des étudiants. Donc, ça bénéficie à tout le monde et ça n'enlève rien à personne. Donc ça, c'était divers points de vue étudiants. Évidemment, on aurait pu imaginer d'autres scénarios avec toutes les permutations possibles, mais ça vous donne une idée que un cours comodal, ça peut être vécu de bien des façons pour chaque personne étudiante en fonction des choix qu'elle fait à chaque semaine. Mais pour vous, comme personne enseignante, à quoi ça va ressembler? Ça va être une répartition de tous les étudiants entre les différentes modalités et qui va changer d'une semaine à l'autre. Si je regarde dans cet exemple-ci, à la semaine 1, on a beaucoup plus d'étudiants en classe. On en a un certain nombre en classe virtuelle à distance synchrone et on en a quelques-uns qui vont participer en mode asynchrone. À la semaine 2, ça change. On a un petit peu moins d'étudiants en classe, on en a beaucoup plus dans le mode asynchrone et on en a quand même quelques-uns au milieu là, dans le mode à distance synchrone. À la semaine 3, ça change. Là, on revient à avoir davantage d'étudiants en classe que dans chacune des modalités à distance. Mais au fur et à mesure que les semaines passent, cette répartition-là, elle va changer. Ce qu'on a observé dans les cours Komodo avant la pandémie, c'est qu'en règle générale, les étudiants ils vont explorer un peu au début de la session entre les modalités, puis ils vont se trouver une modalité préférentielle et ensuite ils vont s'y tenir. Ils vont être principalement toujours dans la même modalité. Une autre observation qu'on faisait aussi, c'est que au fur et à mesure que la session avance, il y a de moins en moins d'étudiants qui sont en présence. Les avantages de pouvoir faire le cours à distance peut-être deviennent plus intéressants pour les étudiants à mesure que la session avance et puis ils vont se répartir davantage dans les deux modalités à distance. Puis c'est tout à fait normal, là. Il ne faut pas nécessairement se remettre en question du fait que la salle de classe se vide un peu plus à mesure que la session avance. Cela étant dit, en contexte COVID, là, ça peut changer parce que vous avez beaucoup moins de places disponibles dans les salles. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas ce phénomène-là où le nombre de personnes va diminuer parce que vous allez toujours avoir assez de personnes intéressées pour remplir la capacité limitée de la salle. Si vous avez une salle qui d'habitude prend, je sais pas moi, 60 étudiants puis qui est rendue à 15, bien, peut-être que vous allez avoir 15 étudiants tout au long de la session à cause de ça. L'autre élément COVID qui peut venir intervenir aussi, c'est le fait que plusieurs personnes avaient très hâte et ont encore très hâte de pouvoir retrouver des cours en présence. Et puis, vont vraiment saisir l'occasion lorsqu'elle va se présenter, de dire « Ah, j'ai un cours comodal, c'est une occasion pour moi de suivre un cours en présence, je vais y aller. » Alors, peut-être que la demande va être un peu plus forte étant donné ce qu'on a vécu ces derniers mois. Donc, à suivre. Il y a des inconnus autour de ça, mais c'est des facteurs qui peuvent influencer la présence en classe et le pourcentage de capacité qui est atteint avec une capacité réduite, mais on va peut-être être toujours plus proche de la capacité maximale ou même l'atteindre et la dépasser régulièrement. Je vais revenir sur l'idée de la dépasser un petit peu plus tard. Alors, toute cette question-là d'avoir plusieurs modalités de participation, ça nous amène à poser ce qu'on appelle le principe d'équivalence. On a vu que pour un étudiant donné, il peut y avoir un passage d'une modalité à l'autre au fil des semaines et que pour l'ensemble des étudiants, ben, il va y avoir des étudiantes et des étudiants dans toutes les modalités à chaque semaine, puis ils peuvent être assez nombreux dans chacune des modalités. Aucune modalité va être marginale. Alors, pour arriver à donner un cours qui va bien fonctionner, peu importe le choix de modalité, ça va être important d'avoir une équivalence dans l'expérience d'apprentissage qui est vécue
pour tous les étudiants. Quand on parle d'équivalence, ça ne veut pas dire identique. L'idée derrière le principe d'équivalence, c'est que tous les étudiants, toutes les étudiantes puissent réaliser les mêmes apprentissages, peu importe la modalité qu'ils ont choisie, que ce soit à une séance donnée ou sur l'ensemble des séances. Donc, il faut vraiment avoir toutes les chances de réaliser tous les apprentissages, peu importe que l'on ait choisi une modalité préférentielle ou qu'on ait beaucoup varié dans les modalités dans le courant de la session. Et ça m'amène à parler de 3 grands défis de la formation comodale. Ce ne sont pas nécessairement les seuls défis, mais je veux attirer votre attention particulièrement sur ces 3 grands défis. Les 2 premiers sont liés justement au principe d'équivalence. Alors, le premier défi, relié au principe d'équivalence, c'est d'avoir des activités qui sont équivalentes autant pour les étudiants en présence que pour les étudiants à distance, et autant à distance synchrone que asynchrone. Alors, si votre cours comodal il est basé principalement sur l'exposé magistral ou l'exposé interactif, ça ne devrait pas être trop difficile parce que les étudiants qui sont devant vous et ceux qui sont en classe virtuelle, ben, ils ont accès au même exposé, ils ont accès à poser des questions, aux mêmes interactions. Puis pour les étudiants qui regardent l'enregistrement en différé, ben ils ont accès à la même information, accès aux questions-réponses des étudiants qui ont participé en direct et la possibilité d'obtenir des réponses à leurs questions aussi à travers un forum ou d'autres moyens que vous pourrez identifier. Par contre, si vous avez des méthodes pédagogiques plus innovantes ou plus diversifiées ou qui incluent par exemple beaucoup d'activités en équipe, là, le défi des activités équivalentes va peut-être vous demander une préparation supplémentaire. Le deuxième défi lié au principe d'équivalence, c'est d'avoir une animation et un encadrement qui est équivalent pour les étudiants, peu importe la modalité qui est choisie. Donc, pendant qu'on fait notre séance comodale, pendant qu'on enseigne, c'est le défi d'accorder autant d'importance aux étudiants qui participent en classe virtuelle qu'à ceux qui sont devant nous. Et ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber assez facilement parce que les gens qui sont devant nous, on a tout le comportement non-verbal qui nous est adressé directement. On est dans la pièce, alors on a plein de signaux et on peut avoir tendance à leur accorder beaucoup plus notre attention et tout ça. Donc, il faut vraiment développer des réflexes pour accorder la même attention et le même niveau d'animation aux étudiants qui sont en participation en direct, mais à distance. Pour ce qui est des étudiants dans le mode asynchrone, ben, ils doivent sentir qu'ils ont le même accès pour vous poser des questions, obtenir des réponses, qu'ils ont accès à un encadrement qui est équivalent, mais qui ne sera pas le même parce que c'est pas la même chose d'être en asynchrone, mais il faut que ça s'équivale. Bref, voilà, principe d'équivalence, donc oui, ça doit s'équivaloir. Le troisième grand défi, c'est la maîtrise des aspects technologiques. Vous allez avoir de l'équipement à maîtriser dans la salle comodale. Il va falloir que vous soyez à l'aise aussi à utiliser le logiciel de classe virtuelle et tout autre logiciel que vous avez utilisé dans votre enseignement. C'est important de maîtriser les aspects technologiques parce que c'est par le biais de la technologie que vous allez rejoindre les étudiantes et les étudiants à distance. Alors, sans une maîtrise technologique, ça va être difficile de respecter le principe d'équivalence avec les étudiantes et les étudiants à distance. Ça se fait à travers la technologie, donc c'est important de la maîtriser. Je veux maintenant qu'on a placé un peu c'est quoi la formation comodale, en quoi ça consiste, vous parler de la différence entre la formation comodale avant la pandémie et pendant la pandémie. En fait, ce que l'on présume pour de la formation comodale en temps de pandémie, c'est que le cours il va être rendu comodal de façon temporaire et qu'il va revenir à sa formule d'origine après la pandémie. Ce qui est très différent d'avoir planifié depuis un bon bout de temps, de dire je veux faire un cours en mode comodal, je vais repenser mon cours au complet pour qu'il soit comodal, puis d'avoir beaucoup de temps devant soi pour le faire. Alors, ça ne donnera pas nécessairement le même genre de cours comodal. Fait que je vous donne un peu comment ça se passait avant la pandémie, dans les derniers temps avant la pandémie, comment les cours comodaux étaient soutenus, développés à l'Université Laval, puis faire un peu le contraste avec comment ça peut se passer en situation comme on est actuellement. Donc, d'abord, un cours comodal que j'ai appelé pérenne ici, donc qui était conçu pour demeurer en formule comodale, c'était habituellement développé sur 12 à 18 mois. On a les premières idées, des premières discussions longtemps d'avance, avant de s'engager vraiment dans le processus. Alors qu'un cours comodal temporaire, ben, ça risque d'être un cours qui existe déjà, mais qu'on va adapter rapidement à la formule comodale, souvent en quelques semaines, peut-être en quelques mois, dépendamment à quelle session vous devez le donner.
Un autre élément de différence entre un cours comodal qui aurait été créé avant la pandémie, puis dans une perspective de pérennité, plutôt que d'être juste là pour la durée de la pandémie, c'est que c'était financé et développé comme un cours à distance asynchrone. Donc, on devait développer des activités autoportantes pour que un étudiant qui s'inscrit au cours comodal, il pourrait ne faire que des activités asynchrones qui ont été développées dans ce but particulier et même ne jamais regarder l'enregistrement des séances et il pourrait quand même faire tous les apprentissages du cours et bien réussir. Donc, c'était un peu cette façon-là qu'on avait de développer les cours Komodo là, dans la dernière phase de développement du système comodal à l'Université Laval avant la pandémie. Maintenant, pendant la pandémie, comme je le disais plus tôt, vous risquez tout simplement d'adapter un cours existant qui était probablement un cours en présentiel, que peut-être vous avez fait passer à distance, mais un peu dans l'urgence pendant la pandémie. Et là, vous voulez revenir à y ajouter une composante présentielle, ou encore, il a juste été en présentiel, puis là, vous voulez y ajouter la composante à distance, mais en se basant vraiment sur le cours existant plutôt que en faisant table rase, puis en disant je réimagine le cours au complet, en repartant des objectifs, puis en le concevant comme un cours asynchrone comodal. Dernier élément de comparaison, dans un cours comodal pérenne, comme il y a tout un cours asynchrone qui a été développé, ben, l'enregistrement des séances synchrones, ça devient du bonus. Ça devient un supplément qui n'est pas nécessaire, mais qui est avantageux pour tout le monde, autant les personnes qui ont participé en direct, sur place ou à distance, que les personnes qui ne font que regarder l'enregistrement. Dans un cours comodal temporaire, l'enregistrement des séances synchrones, ça risque d'être le socle principal qui constitue les activités asynchrones. Comme on va passer en comodal rapidement, mais il n'y aura pas le développement de tout un cours asynchrone. Peut-être qu'on va développer un petit peu de matériel asynchrone, mais pas autant que si on repensait le cours au complet. Alors, l'enregistrement des séances va vraiment prendre une grande place dans ce qui est disponible en mode asynchrone, dans ce qui constitue la portion asynchrone du cours. Je suis maintenant rendu à vous parler d'avantages, d'inconvénients et de limites de la formule comodale. Commençons avec les avantages, allons-y avec le positif. D'abord, c'est de retrouver la possibilité de se voir en personne. On l'a beaucoup entendu dans les médias, dans les conversations qu'on a eues, des conversations personnelles, autant du côté du personnel enseignant que du côté des étudiantes et des étudiants. Il y a des gens qui ont soif de se retrouver en personne, de retrouver leur salle de classe. Alors le cours comodal va permettre ça, mais sans l'imposer à tout le monde. Alors les personnes qui ont vraiment envie de se retrouver en présence vont pouvoir le faire. Puis les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, liées ou non à la pandémie, sont pas tout à fait encore prêtes à revenir en présence, préfèrent ne pas le faire, ne peuvent pas revenir en présence, vont quand même pouvoir faire les mêmes cours, mais en étant à distance. Alors c'est un peu ce qui fait que ça a été présenté comme une solution intéressante au contexte actuel. Vous voulez être en présence, c'est possible, vous voulez être à distance, c'est possible. Alors c'est un peu le gros avantage là, de la formule comodale dans la situation actuelle. Un autre avantage, c'est que ça va vous amener à développer des nouvelles compétences, des compétences au niveau de l'animation. Comme vous allez avoir à animer un groupe en présence, un groupe à distance, il va falloir être beaucoup plus explicite, beaucoup plus délibéré et à aller chercher explicitement pour vos étudiants à distance des choses qui vous viennent implicitement des étudiants en présence. Par exemple, tout le langage non verbal, sentir qu'il y a un peu de fatigue ou qu'il y a des questions, qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Ça nous vient un peu plus naturellement en présence, mais à distance, il faut s'habituer à aller le chercher. Et là, il faut jumeler les besoins des étudiants en présence et à distance qui vont peut-être être un petit peu différents. Alors, ça va faire de vous des personnes qui sont beaucoup plus attentives à ce genre de choses-là et ça va vous suivre dans tous vos autres cours, même s'ils ne sont pas commodos, autant vos cours à distance que vos cours en présence. Ça peut vous amener aussi à développer des nouvelles compétences technologiques, mais à ce sujet-là, dans la dernière année, vous avez probablement développé beaucoup de compétences technologiques numériques pour vous adapter au passage à l'enseignement à distance. Alors, vous allez pouvoir réinvestir tout ça dans votre cours comodal et peut-être même enrichir ces compétences technologiques et numériques que vous avez développées récemment. Autre avantage de la formation comodale, autant vous que les étudiantes et les étudiants allez être prêts à basculer complètement à distance si jamais il y avait un besoin. Par exemple, s'il y a une éclosion, il y a un pavillon qui doit fermer, s'il y a un reconfinement, ou même s'il y avait une tempête de neige, là on ne se dirige pas vers des sessions où il va y avoir beaucoup de neige, mais projetons-nous là, dans un cours comodal qui va durer un peu plus longtemps, ben, ça permet de donner le cours dans toutes sortes de circonstances où l'option en présence devait être enlevée, sans avoir à transformer ou à adapter rapidement les choses, parce que l'adaptation, la transformation, elle est déjà faite, on est déjà prêt.
Un autre avantage de la formation comodale, c'est que ça améliore l'accessibilité à la formation. En offrant le même cours en présence et à distance, ben, plus de personnes vont pouvoir s'y inscrire. Le fait d'avoir différentes modalités, ça aussi, c'est un élément d'amélioration de l'accessibilité. Ça amène aussi à diversifier le matériel disponible. J'en ai déjà parlé avant, alors je ne vais pas trop revenir sur les éléments de diversification du matériel d'apprentissage qui est disponible, mais comme tout le matériel est accessible à tous les étudiants, peu importe la modalité qu'ils choisissent, ben, par exemple, si moi j'ai fait le cours en présence, mais je peux quand même réviser la même matière en allant chercher le matériel qui a été pensé pour les étudiants asynchrones, puis en revisionnant l'enregistrement. Alors ça me donne plusieurs occasions de faire les mêmes apprentissages, plus de matériel, plus d'angles par lesquels aborder la matière, peut-être des exemples différents. Donc c'est quand même un avantage intéressant pour les étudiantes et les étudiants. Puis évidemment, ben, toute cette flexibilité de choisir à la semaine selon mes besoins, mes préférences de la semaine ou même de la journée où a lieu le cours, c'est un avantage important pour les étudiants. Et je pense qu'on ne peut pas faire une diapo sur les avantages de la formation comodale sans en parler. Je vais vous parler maintenant de quelques inconvénients et limites de la formation comodale. D'abord, le premier, c'est évident, ça demande davantage de préparation qu'un cours traditionnel. Si vous aviez l'habitude de donner un cours en présence, ben vous avez à vous occuper d'un cours à distance simultané. Alors, c'est plus de travail. Mais ce n'est pas 2 fois plus de travail, ça je vous rassure. L'auteur original de cette formule-là, ou en tout cas celui qui l'a documenté, le premier, Brian Beatty, il dit que ce n'est pas 2 fois plus de travail, mais évidemment le multiple. Est-ce que ça va être 1,5 fois plus de travail, 1 fois 1/4 plus de travail, 1 fois 3/4, ça dépend beaucoup de ce que vous faites comme activité dans votre cours. Plus vous avez des activités qui sont élaborées puis qui demandent des manipulations particulières ou que vous sortez des activités plus de transmission d'informations puis vous allez vraiment dans des activités plus participatives de la part des étudiants, plus ça risque de vous demander de préparation. Mais ça, c'est des choses à voir là, quand vous faites votre planification, votre préparation. Ensuite, un autre, je ne sais pas si on peut appeler ça un inconvénient ou limite, mais en fait, c'est une considération là, qu'il faut avoir en tête, c'est que ça vous demande d'adapter votre enseignement pendant les séances pour offrir une expérience de qualité autant en présence qu'à distance. Donc, il faut s'assurer que les étudiants à distance nous entendent bien, qu'ils entendent bien les interventions des étudiants qui sont en présence et vice-versa. Vous avez plus de choses à vous occuper pendant la séance, vous avez comme plus d'activités à gérer en même temps. Donc, il faut avoir ça présent à l'esprit. Un autre inconvénient, c'est que ça peut complexifier le recours à certaines méthodes pédagogiques. Il va falloir adapter les méthodes pédagogiques pour que ça fonctionne bien autant en présence qu'à distance. Puis des fois, ça va être un peu complexe. Par exemple, si vous voulez faire des activités en équipe, ben, vous pourriez avoir des équipes avec des étudiants en présence et des équipes avec des étudiants à distance, mais pas mélanger les deux parce que là, ça devient vraiment complexe à gérer. Mais là, ça veut dire qu'il faut que vous accordiez un certain temps pour veiller à ce que les équipes en présence soient supervisées, que vous puissiez répondre à leurs questions, tout ça. Et même chose pour les équipes à distance. Donc, vous allez avoir à accorder du temps un peu aux deux. Puis les équipes à distance vont avoir la couche technologique en plus. Alors, il va falloir peut-être que vous les aidiez là, à ce que ça se passe bien sur le plan de l'utilisation du système de classe virtuelle. Alors, c'est un peu plus de travail. Puis, donc, ça rend ça plus complexe. Mais au-delà de ça, c'est que ça peut aussi même ne pas s'appliquer pour les étudiants qui sont à distance en mode asynchrone. Vous faites une activité en équipe, en présence et en classe virtuelle, ça peut aller. Vos étudiants qui font le cours à distance en mode asynchrone doivent pouvoir faire les mêmes apprentissages. Ils ne pourront pas le faire nécessairement à partir de l'enregistrement. Alors, il va falloir penser à une façon, est-ce qu'ils peuvent faire l'activité en équipe en mode asynchrone avec d'autres étudiants qui font cette séance-là en asynchrone aussi. Donc, il faut penser à ces choses-là. Donc, je disais, ça complexifie certaines méthodes pédagogiques, mais ça va aussi en éliminer certaines. Puis, je reprends ce même exemple des activités en équipe. S'il n'y a pas de façon que votre activité en équipe puisse être réalisée par les étudiants qui sont en mode asynchrone, bien, il va falloir penser à une activité de substitution. Ça élimine cette méthode pédagogique-là pour les étudiants en mode asynchrone. Alors, il va falloir en trouver une autre qui va leur permettre de faire les mêmes apprentissages. Alors, si vous vous faites face à cette situation-là, vous pourriez vous dire, ben à ce moment-là, je vais avoir une activité pour les participants en direct, présence ou distance synchrone, et une autre
pour les étudiants asynchrones, ou vous pourriez dire, ben, je vais plutôt essayer de penser à une autre activité qui va pouvoir être la même, peu importe qu'on soit présence, distance synchrone ou distance asynchrone, puis j'élimine ce que j'avais comme activité avant. Finalement, ça c'est un inconvénient qui est vraiment lié à la COVID, c'est que comme il y a des places limitées à l'heure actuelle, vous allez peut-être avoir besoin de gérer le nombre d'étudiants en présence. Je vais y revenir un petit peu plus tard, mais si vous avez, je reprends mon exemple de tout à l'heure, 60 étudiants inscrits et il y a 10 places dans votre classe virtuelle, puis vous avez 15-20 étudiants qui veulent participer en présence sur une base régulière, ça serait dommage de laisser ces 20 étudiants-là se déplacer, puis il y en a 10 qui finalement ne pourront pas entrer dans la salle, puis vont devoir se trouver une solution de rechange rapidement. À ce compte-là, ils auraient peut-être préféré rester à la maison s'ils avaient su. Donc, il va peut-être falloir penser à quelque chose autour de ça. Je vais maintenant vous parler de la préparation à l'enseignement comodal. Et là, je parle de préparer sa session comodale au complet, mais aussi préparer une séance. Ça se passe sous 3 volets. Il y a un volet plus logistique et administratif, il y a un volet plus technologique et il y a un volet plus pédagogique. Sur le plan logistique ou administratif, d'abord, il faut mettre à l'horaire le cours sous la formule comodale. Déjà, ça indique aux étudiants que le cours va être accessible autant en présence qu'à distance, synchrone ou asynchrone. Et il va falloir communiquer assez tôt avec les étudiants inscrits pour leur indiquer de quelle façon ils peuvent participer à distance. Parce que dès la première séance, il y a des personnes qui ne se déplaceront pas, qui vont vouloir faire le cours en classe virtuelle. Alors, ils vont devoir savoir c'est quoi le logiciel de classe virtuelle qui est utilisé, où est-ce que je vais pouvoir trouver les liens pour me connecter, si c'est en mode asynchrone, comment ça va fonctionner. L'organisation du site du cours est vraiment importante à ce niveau-là pour bien donner l'information, mais communiquer de façon proactive, c'est toujours une bonne idée aussi. Envoyer un courriel avant le début de la session, des choses comme ça. Ça va être important de vous assurer d'avoir accès à une salle comodale, puis je vais revenir tantôt dans la participation, la préparation technologique, sur l'idée d'aller se l'approprier, cette salle-là. Vérifiez auprès de votre direction d'unité si vous allez avoir accès à une personne auxiliaire pour vous aider dans la mise en œuvre de cette formule comodale. Et cette personne-là, ça va être important que vous puissiez lui parler avant le début de la session pour voir c'est quoi le partage des tâches. Qu'est-ce que vous voulez lui confier comme tâche? Est-ce qu'il va avoir besoin de formation? Si oui, laquelle? Quel est le temps d'aller chercher cette formation-là? S'il y a des accès informatiques qui doivent lui être accordés, par exemple, si vous lui demandez de gérer le logiciel de classe virtuelle, elle va pouvoir le faire seulement si elle n'entre pas à titre de participante, mais plutôt à titre d'hôte ou de co-hôte dans la classe virtuelle. Donc, il va falloir lui donner ces accès-là. Même chose si vous vous attendez à ce qu'elle vous aide avec la préparation et la gestion du site de cours. Il va falloir qu'elle ait un accès qui lui permet de faire des modifications sur le site du cours. Ensuite, au niveau des évaluations, un cours comodal, c'est considéré comme un cours à distance. Donc, on vous invite à avoir des types d'évaluations variés. Et dans un cours à distance, on doit permettre aux étudiants qui suivent le cours complètement à distance de faire les évaluations aussi. Alors, vous pourriez avoir des évaluations qui se font toutes à distance, comme un travail de session, mais la politique de formation à distance de l'Université Laval demande, en règle générale, qu'il y ait au moins une évaluation en présence sous surveillance avec contrôle d'identité de l'étudiant. Il peut y avoir des dérogations pour ça, dépendamment des formules, mais en règle générale, ça en prend au moins une. Puis vous pourriez en avoir jusqu'à 2 là, selon les besoins. Et à ce moment-là, les examens ou les évaluations peuvent être faits par des étudiants qui ne sont pas dans la région de Québec, dans un des centres d'examen que l'Université Laval a. Il y en a plusieurs sur le territoire du Québec, puis il y en a à l'extérieur du Québec aussi, des centres d'examen sous surveillance. Donc, mais là, vous avez des responsabilités par rapport à ça pour que les examens puissent être justement rendus disponibles dans des centres d'examen, puis les étudiants doivent s'y inscrire aussi. Tout cela étant dit, la clause qui exige au moins un examen sous surveillance avec contrôle d'identité, elle a été suspendue depuis le début de la pandémie pour faciliter un peu la gestion de tout ça. Et elle est encore suspendue pour la session d'été 2021. Alors, vous pourriez n'avoir que des évaluations qui se font à distance sans avoir à demander de dérogation dans ce contexte-là. Pour la session d'automne 21, l'information n'est pas encore disponible. Surveillez les annonces à venir bientôt.
Si on parle de préparation technologique maintenant, quelques éléments. D'abord, choisissez votre logiciel de classe virtuelle. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. Il peut y avoir des pratiques déjà établies dans votre faculté ou dans votre programme. Alors, ça pourrait être intéressant à ce moment-là que vous suiviez les pratiques établies. Comme ça, les étudiants qui suivent d'autres cours vont toujours être dans le même système. Ça va être plus facile pour tout le monde. Vous allez bénéficier du fait que c'est déjà un logiciel qui est utilisé puis maîtrisé par les étudiantes et les étudiants. Important pour vous de maîtriser l'équipement comodal et le logiciel de classe virtuelle. Les fonctions que vous comptez utiliser, il faut vraiment que vous soyez habitué un peu avant la session là, à les utiliser. Pour ce qui est de s'approprier la salle comodale, je vous avais dit que j'y reviendrai. Ça serait vraiment utile si vous pouvez prendre rendez-vous avec du personnel de l'équipe technique de votre faculté pour aller visiter la salle, vous faire montrer comment fonctionne l'équipement, savoir où vous devez vous tenir pour être en tout temps dans le champ de la caméra. La caméra, elle ne couvrira peut-être pas toute la classe, alors il faut voir où est-ce que vous devez être. Puis des fois, il y a des caméras qui sont mobiles, qui sont capables de vous suivre si vous vous déplacez. Puis des fois, c'est des caméras qui sont fixes. Alors à ce moment-là, il faut vraiment avoir une idée de où commence et où se termine le champ de la caméra pour rester visible en tout temps pour les étudiants à distance. Il y a toute la question de savoir où est la caméra qui vous filme aussi pour savoir où regarder quand vous voulez regarder ou donner l'impression aux étudiants à distance que vous les regardez. Si la caméra est juste au-dessus de l'écran où vous pouvez voir le système de classe virtuelle, ben, dès que vous regardez les images de caméra de vos étudiants ou le système de classe virtuelle, ça va être un peu comme si vous regardez la caméra. Alors ça va leur donner l'impression que vous les regardez. Faut que vous voyez aussi s'il y a un tableau sur lequel vous pouvez écrire, est-ce que c'est lisible à la caméra ou non. Si ce n'est pas lisible à la caméra, ben à ce moment-là, peut-être utiliser un système de tableau virtuel. Puis des fois, il y a des équipements de salle comodale où il y a des tablettes graphiques, des choses comme ça. Donc, renseignez-vous sur le matériel là, qui est sur place et sur comment l'utiliser. Puis je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure des micros et des micros aussi et des haut-parleurs. Donc, dans la préparation technologique, il faut aussi créer et paramétrer toutes les séances en classe virtuelle. Il y a certaines facultés où c'est du personnel qui va le faire pour vous. Des fois, on vous donne le choix, vous pouvez le faire par du personnel ou vous pouvez le faire vous-même, puis des fois, vous devez le faire vous-même. Alors, assurez-vous tout simplement que ce soit fait, là, peu importe qui est la personne qui s'en occupe. Préparez aussi l'appropriation technologique des étudiantes et des étudiants. Et il est possible que les étudiants aient été habitués à utiliser un autre logiciel dans leurs autres cours. Si vous avez des étudiants qui arrivent du cégep, première année, première session à l'université, peut-être que dans leur cégep, ils utilisent un système que nous, on n'offre même pas à l'Université Laval. Alors, ça va être important là, de leur indiquer où ils peuvent trouver de la documentation, peut-être des tutoriels et les coordonnées du soutien technique pour qu'ils puissent bien se préparer à utiliser le système de classe virtuelle que vous utilisez. Et finalement, un petit truc qui n'est pas toujours nécessaire, mais c'est très rassurant d'avoir pensé à le faire à l'avance, c'est un plan de contingence. Ce que je veux dire par là, c'est quoi faire en cas de problème technique. Le plan de contingence, vous le préparez pour les étudiants, puis un peu pour vous aussi. Dans le fond, c'est de dire aux étudiants, si jamais vous n'arrivez pas à vous brancher, qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez vérifier si le problème est de votre côté ou si c'est un problème généralisé? Qui vous pouvez contacter? Est-ce qu'il y a un moyen de communiquer avec vous autre que celui de la classe virtuelle si celui de la classe virtuelle ne marche pas puis que vous allez recevoir le message? Ou si vous êtes au courant qu'il y a un problème généralisé, comment vous allez en aviser les étudiants à distance? Qu'est-ce qu'ils doivent surveiller comme moyen de communication pour avoir des nouvelles de votre côté? Puis le plan de contingence, ça devrait toujours inclure les coordonnées du soutien technique pour qu'on ait ça à portée de main très très rapidement, qu'on n'ait pas à aller chercher si on en a besoin. Alors, un plan de contingence, le plus souvent, on ne s'en servira pas, mais quand on en a besoin, le fait de ne pas avoir à se poser des questions sur le champ, puis d'avoir déjà les réponses, d'avoir déjà une façon de faire, c'est vraiment avantageux pour tout le monde. Je vous parle maintenant de préparation pédagogique. Alors, la préparation pédagogique, ça commence, et c'est vraiment important, si vous le pouvez, rencontrer un conseiller ou une conseillère pédagogique. Et j'arrive avec mon deuxième point qui est vraiment lié au premier. Quand vous rencontrez cette personne-là, révisez votre planification d'activité, séance par séance, activité par activité. Et vous allez réviser votre planification comme ça pour voir comment on peut réaliser ces activités-là en comodal. Donc, il y a vraiment deux angles. Le premier angle, c'est la faisabilité. Quelles sont les adaptations que vous avez à faire ou quelles sont les substitutions que vous allez devoir faire pour que ce que vous aviez prévu dans la version actuelle de votre cours, ça puisse fonctionner aussi en comodal. Et si ça ne peut pas fonctionner en comodal, qu'est-ce que vous allez faire à la place de cette activité-là?
L'autre chose aussi, c'est d'anticiper, vraiment visualiser, vous projeter à faire ces activités-là en comodal pour penser où est-ce qu'il va y avoir des délais. Activation des micros, désactivation des micros, attendre que les questions soient écrites dans le clavardage pour pouvoir les lire. Donc tout ça, c'est des petits délais, il faut les anticiper parce qu'il faut se garder une marge de manœuvre de temps pour en tenir compte. Toutes les manipulations qu'il y a à faire dans le système de classe virtuelle par vous, par les étudiants, ou même sur le système comodal fixe, les boutons, les télécommandes, tout ça, à quel moment vous avez à faire des changements, puis combien de temps ça prend, puis vous assurer d'être prêt à le faire pour que ça vous cherchiez pas dans votre tête comment je faisais ça déjà, que vous le sachiez, puis que ça se déroule bien. Au niveau du matériel qu'il y a à préparer aussi pour que ça se déroule bien autant en présence qu'à distance et des consignes, j'inclus ça un peu dans le matériel parce que je vous donne un exemple. S'il y a des activités en équipe, pour les équipiers qui sont dans la classe, ben, ils vont pouvoir tout simplement se tourner la tête, regarder sur l'écran de projection puis avoir les consignes de votre activité. Mais les étudiants qui sont dans les salles d'équipe de classe virtuelle, eux ne voient plus la projection de la salle principale. Alors, il va falloir que vous leur ayez donné l'aide-mémoire des consignes pour qu'ils l'amènent avec eux dans leur salle d'équipe virtuelle. Ça peut être sur le site du cours, ça peut être que vous l'avez transmis juste avant l'activité par le clavardage ou peu importe le moyen. Mais il faut penser à tous ces petits détails-là. Établissez vos règles aussi pour, notamment autour de la communication, comment vous voulez que ça fonctionne la communication dans le cours. Je vous parlais des étudiants qui, à distance, qui vont poser leurs questions, faire leurs interventions par clavardage. Ben, c'est un petit peu plus long. Fait que là, vous pourriez dire, ben, j'aimerais mieux que vous ne clavardiez pas en continu pendant le cours, que vous le fassiez quand j'ouvre la période de questions. Comme ça, je vais avoir moins de choses à lire au fur et à mesure, il va y avoir moins de texte qui va s'être accumulé dans la conversation avant que je puisse être allé lire. Ou ça pourrait être de dire, restez vraiment centré sur les choses qui sont essentielles pour le cours. Ou si vous n'avez pas si vous n'avez pas de réserve particulière à intervenir verbalement, je préfère que vous posiez vos questions verbalement, les étudiants à distance, plutôt que dans le clavardage, parce que ça va aller plus vite pour tout le monde. Donc, pensez à ce genre de choses-là, puis communiquez vos règles. Et évidemment, tout ça, ben, ça représente des décisions qui vont peut-être changer un peu la forme de votre cours. Alors, ça va être important d'ajuster votre plan de cours et le site sur mon portail pour refléter tout ça. J'ai quelques exemples de tâches qu'on peut confier à des auxiliaires. La liste n'est pas exhaustive, ce sont des exemples, mais voici comment une personne auxiliaire peut un peu vous aider à donner un cours comodal en vous allégeant un peu la tâche parce qu'elle en prend une partie. Ça peut être d'ouvrir et de fermer l'équipement de classe virtuelle. Donc, la personne arrive avant le début du cours, puis vous pouvez arriver en même temps, mais c'est vraiment sa responsabilité d'ouvrir l'équipement comodal puis la classe virtuelle. Également, lancer l'enregistrement, l'interrompre quand on n'a pas besoin d'enregistrer, puis ensuite le publier, donc le rendre accessible pour les étudiants. Ça peut être une tâche que vous lui confiez. Cette personne-là peut être en quelque sorte la personne représentante des étudiants en classe virtuelle. Donc, elle peut prendre peut-être les interventions dans le clavardage au fur et à mesure, répondre. Des fois, il y a des étudiants qui indiquent des petits problèmes techniques. Fait que l'auxiliaire peut aider rapidement puis rediriger vers le soutien technique si c'est trop complexe. S'il arrive quelque chose comme les étudiants à distance vous entendent plus bien parce que, je sais pas, vous avez accroché le bouton muet de votre micro, ben là, cette personne-là peut le voir tout de suite dans la conversation, puis elle peut vous le dire, oh, à distance, on vous entend plus, votre micro est fermé. Donc ça peut être utile d'avoir quelqu'un qui joue ce rôle-là, puis qui peut aussi vous résumer les interventions qu'il y a eu dans la conversation pendant que vous étiez en train de parler. Fait comme ça, vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour tout lire, il y a quelqu'un qui le fait pour vous, puis qui vous retransmet ce qui est important à savoir, pour que vous puissiez y réagir. Bon, je l'ai déjà dit, la personne auxiliaire peut faire un soutien technique de base et ensuite référer aux véritables employés de soutien technique. Elle peut aussi veiller sur les équipes virtuelles ou sur les équipes en présence. J'en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez des équipes en présence puis des équipes en classe virtuelle, si vous êtes deux, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez vous concentrer à veiller aux besoins des équipes en présence pendant que l'auxiliaire s'occupe des équipes à distance ou vice-versa. Puis si jamais elle s'occupe, par exemple, des équipes à distance puis elles ont un besoin particulier puis c'est vous qui devez intervenir, bien là, vous pouvez échanger vos rôles le temps que vous ayez faire l'intervention dans la salle d'équipe virtuelle qui demande votre attention. C'est une personne qui peut vous aider à développer du matériel pour le cours, un auxiliaire. Puis qui peut aussi vous aider pour gérer le site du cours sur mon portail, peut-être même répondre à certains types de messages de forum. Bon, et etc. Comme je le disais, la liste n'a pas la prétention d'être exhaustive.
Un peu de préparation dans les jours qui précèdent la séance maintenant. Vous pourriez vérifier les disponibilités d'un technicien autour des premières séances. Toujours rassurant de savoir que si j'ai un problème, je peux composer un numéro et il y a quelqu'un qui va pouvoir se présenter pour m'aider dans la salle dans les minutes qui suivent. Révisez votre planification de séance, vous assurez que vous êtes bien prêt, que vous avez pensé à tout. Préparez votre matériel. Si vous utilisez des sondages ou des quiz en direct ou des documents, vous assurez que tout ça est prêt à lancer quand vous allez faire l'enseignement. Planifier le déroulement avec l'auxiliaire. Si vous avez une personne auxiliaire, de parler de cette planification-là avec cette personne-là, puis de dire, bon, ben, à tel moment, il y a telle activité, moi, je vais m'occuper de ça, toi, tu pourrais t'occuper de ça, pour que ce soit bien clair. Et c'est là aussi que vous pourriez, puis ça pourrait être confié à l'auxiliaire, peut-être sonder les intentions de présence par rapport à la capacité de la salle. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, ce n'est pas une obligation que vous avez, mais ça peut vous rendre service, puis rendre service aux étudiants. Dans le document des questions et réponses de ce webinaire, je propose différentes façons de gérer les présences, mais regardez avec votre centre de soutien technopédagogique facultaire, ils vont peut-être avoir une autre solution à vous proposer. Donc, voyez là, ce qui vous convient le mieux entre ce qui vous est proposé par votre équipe technopédagogique facultaire, puis peut-être d'autres options là, que j'aurai dans le matériel qui accompagne le webinaire. Je vais maintenant vous parler de l'adaptation de son enseignement pour la formule comodale. Première des choses, avant la séance, arrivez au moins 10 minutes d'avance, le temps de démarrer l'équipement, vous assurez que tout est en règle, que tout va être prêt pour partir à l'heure. Si jamais il y avait un problème aussi, en arrivant d'avance, ça va vous donner le temps de le régler et ça n'influencera pas le démarrage à temps du cours. Donc oui, bon, ça sert à démarrer l'équipement, démarrer la classe virtuelle, tester les micros et les caméras notamment, d'arriver à l'avance. Accueillez aussi les étudiants sur place et en classe virtuelle. Puis quand on accueille les étudiants en classe virtuelle, ils sentent qu'ils font vraiment partie, on est dans le principe d'équivalence au niveau de l'animation, ils sentent qu'ils font vraiment partie du groupe, que vous leur accordez de l'attention. Ça vous permet aussi de tester micro et caméra en même temps, là, de faire l'accueil des étudiants en classe virtuelle. Au début des premières séances maintenant, puis peut-être de la première séance, vous verrez après ce qui vaut la peine d'être répété. D'abord, pour que tout le monde soit sur la même page, c'est une belle occasion de rappeler les consignes sanitaires. Présenter l'auxiliaire. Si vous avez une personne auxiliaire, profitez-en pour la présenter et expliquer un peu le rôle qu'elle va jouer tout au long du cours, les choses pour lesquelles les étudiantes et les étudiants peuvent faire appel à cette personne-là. Expliquez vos consignes de cours pour le fonctionnement comodal notamment. Mais aussi encadrer la prise de parole. Donc, expliquer toute la question qu'il faut lever la main puis attendre que je vous accorde la parole avant de commencer à intervenir parce qu'on ne veut pas avoir des gens en présence puis des gens à distance qui commencent à parler en même temps parce qu'ils ne se voient pas les uns les autres. Donc, il faut vraiment que vous gériez les temps de prise de parole. Donc, lever main, oui, j'en ai parlé. Puis là, au niveau des micros, ça va être important pour les gens en classe virtuelle qu'ils ferment leur micro lorsqu'ils ne sont pas en train d'intervenir et qu'ils n'activent leur micro qu'au moment d'intervenir et le remettent en mode muet après. Sinon, on va se mettre à entendre les bruits ambiants d'un peu partout. C'est très dérangeant, c'est très distrayant. Faut voir aussi s'il y a des micros dans la salle qui vont capter les interventions des étudiants en présence. Parce que s'il n'y a pas de micro dans la salle qui les capte, vous allez devoir répéter les interventions pour que les gens à distance puissent les comprendre. Donc, répétez la question ou répétez le commentaire avant d'y réagir. Vous vous assurez comme ça que les étudiants à distance vont l'entendre pour ceux qui sont en direct, mais aussi pour ceux qui regardent l'enregistrement. Des fois, vos explications n'auront pas de sens si on n'a pas entendu l'intervention de l'étudiant en avant. Même chose pour les étudiants qui sont en classe virtuelle. En règle générale, s'ils interviennent au micro, il devrait y avoir des haut-parleurs dans la salle qui vont faire que tout le monde va les entendre. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez devoir répéter aussi leurs interventions. Puis si c'est des interventions qui ont été écrites dans le clavardage, ça va être utile que vous les lisiez parce que c'est peut-être pas tous les étudiants en classe réelle qui vont avoir leur ordinateur et qui vont suivre aussi le clavardage, même s'ils sont en présence, là, qui vont s'être branchés au logiciel de classe virtuelle. D'ailleurs, par rapport à ça, si vous avez des étudiants qui sont en classe et qui se branchent au système de classe virtuelle, c'est mieux qu'ils ne connectent pas le son pour pas qu'on ait des retours de son. Là, que le son de la salle entre dans le micro d'un des étudiants, que son ordinateur est ouvert, puis que là, ça revienne dans la salle. Les questions de retour de son, c'est très distrayant, soit parce que ça fait de l'écho, soit parce que ça fait des sons stridents qui sont désagréables, puis tout le monde va les entendre dans l'enregistrement aussi. Alors, s'il y a des étudiants dans la salle qui veulent utiliser leur portable, c'est peut-être mieux de ne pas utiliser le son, ou en tout cas, renseignez-vous avec le personnel technique au début
pour savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui n'est pas souhaitable par rapport à ce genre de participation-là. Maintenant, tout au long de la séance, c'est important de demeurer dans le champ de la caméra, j'en ai déjà parlé. Accorder autant d'importance aux étudiants en ligne qu'à ceux à distance. Et là, j'ai plein de petits éléments ici qui peuvent être des exemples de détails de choses auxquelles il faut faire attention. Par exemple, si vous pointez quelque chose, ne pointez pas du doigt. Les étudiants en classe virtuelle ne sauront pas où vous pointez. Et n'utilisez pas de pointeur laser non plus. Utilisez plutôt le curseur de votre souris pour aller pointer directement dans votre support de présentation. Là, tout le monde va le voir. Si vous utilisez le tableau, vous assurez qu'il soit lisible, j'en ai déjà parlé, mais si vous utilisez un tableau virtuel dans la classe virtuelle, il va être projeté aussi pour les étudiants en classe. Alors, ça fait un tableau que tout le monde peut voir, mais là, il va falloir que vous vous assuriez d'être à l'aise d'utiliser ce système de tableau virtuel-là, donc pratiquez-vous un peu avant. Même chose pour les questions, ne pas négliger les questions des étudiants à distance, même les interpeller directement pour dire « À distance, avez-vous des questions? Oui, non ?» Leur laisser le temps de rédiger leurs questions dans le clavardage. J'ai écrit aussi dans la ligne le regard. Regardez la caméra une fois de temps en temps. On balaie du regard notre classe quand on enseigne en classe, alors vous devriez aussi balayer votre classe virtuelle du regard, donc regardez la caméra, particulièrement quand vous répondez à la question d'un étudiant ou d'une étudiante à distance, ça va lui donner l'impression que vous la regardez. Ça, je l'ai déjà mentionné, si les haut-parleurs ou les micros il n'y a pas de micro ou de haut-parleur dans la salle, vous allez devoir répéter les interventions à voix haute pour être sûr que les étudiants à distance et en présence ont tous l'ensemble du portrait de la situation. Gérer activement les temps de parole, j'en ai déjà parlé, donc prenez un temps d'arrêt pour dire « je prendrai maintenant des questions en présence, je prendrai maintenant des questions à distance ». Puis au fur et à mesure que vous allez vous habituer, peut-être autant vous que les étudiants, peut-être que ça va devenir tellement naturel que vous allez avoir moins besoin de faire ça, que les questions vont arriver des deux modalités qui sont en direct, puis assez naturellement, tout va se faire, mais au début, vous avez peut-être besoin d'être plus délibéré, plus explicite par rapport à ça. Faites des pauses. Très important. Dans un cours de 3 heures, normalement, après 50 minutes, on doit prendre 10 minutes de pause. Il arrive dans des cours en présence qu'on dit « je vais prendre une pause de 20 minutes en plein milieu, puis faire deux segments d'enseignement ». Avec la classe virtuelle en même temps, en co-modal, faites pas ça. Vraiment, prenez les pauses après 50 minutes comme c'est prévu. C'est plus fatigant pour vous, c'est plus fatigant pour les étudiants à distance. Alors, ça va aider tout le monde à rester plus concentré et à avoir une meilleure expérience si vous faites les pauses vraiment systématiquement là, de 10 minutes après 50 minutes. Maintenant, après la séance, quelques éléments. Publier l'enregistrement. Publier, ça peut vouloir dire plusieurs choses selon les systèmes, mais ça peut être tout simplement de communiquer un lien qui va donner accès à l'enregistrement aux étudiants, le mettre sur le site du cours. Relisez le clavardage pour voir s'il y a des questions qui sont restées sans réponse, que vous avez peut-être passé par-dessus pendant la rencontre. Vous allez pouvoir y répondre dans le forum. Répondez aux questions des étudiants qui ont participé de façon asynchrone. C'est important de ne pas les oublier. Et vous avez peut-être besoin d'aller voir à quelques moments dans la semaine parce qu'ils ne vont pas tous le faire en même temps. Donc, allez voir sur une base régulière s'il y a des nouvelles questions auxquelles vous devez répondre. Et j'arrive à ma conclusion. Alors, en conclusion, je vous dirais, abordez ça dans une perspective d'amélioration continue. Ce ne sera pas parfait au début, puis c'est correct. C'est une nouvelle formule, il faut s'y habituer, comme n'importe quelle nouvelle chose que l'on entreprend. Ça va vous prendre quelques séances pour atteindre une vitesse de croisière, et c'est tout à fait normal. Des choses qui peuvent vous aider à l'atteindre, cette vitesse de croisière, vous pouvez visionner des enregistrements. Pas nécessairement au complet, mais en visionnant une partie, ça va vous permettre de voir un peu comment ça se passe à distance, puis peut-être de faire des ajustements par rapport à ça. Vous pouvez sonder les étudiants aussi, sans nécessairement les sonder régulièrement, peut-être après quelques séances, envoyer un sondage d'appréciation informel. Ça va vous aider à avoir un feedback des étudiants, puis selon la modalité dans laquelle il ou elle participe, vous allez avoir des informations différentes qui vont pouvoir vous aider à cibler les zones d'amélioration importantes, mais aussi à cibler les choses qui vont bien puis qu'il faut maintenir, parce qu'il ne faut pas être centré seulement sur les choses à améliorer, il faut aussi se féliciter des choses qui vont bien puis continuer de les faire. Après une séance, notez vos propres impressions à chaud. Ça, c'est quand même très utile de le faire pendant que c'est encore frais.
Puis vous pouvez faire aussi un bilan comme ça à chaud avec l'auxiliaire pour savoir comment ça s'est passé pour cette personne-là. Est-ce qu'il y a des améliorations par rapport au rôle que cette personne-là joue? Est-ce qu'elle a remarqué des choses que vous n'avez pas remarquées parce que vous étiez en train d'enseigner, puis votre esprit était vraiment concentré là-dessus, puis cette personne-là peut avoir eu un regard différent qui va être utile pour vous. Et c'est la fin. Alors, je vous présente quelques références. Vous les aurez dans le diaporama de la formation qui va vous être fourni. Pour ce qui est des questions, nous avons compilé toutes les questions qui ont été posées et j'ai produit un document qui répond à toutes ces questions-là, qui les a parfois synthétisées et regroupées ou reformulées pour plus de clarté, mais vous avez accès à toutes les questions et réponses dans un document qui accompagne ce webinaire. Merci de m'avoir écouté et peut-être au plaisir de vous revoir pour un prochain webinaire ou une prochaine formation. Au revoir.